Alison Holker, la veuve de Stephen Twitch, vous savez Stephen Boss qui était connu sous le nom de Twitch sur le plateau d'Ellen DeGeneres, va sortir ses mémoires et pour son interview dans le magazine People, elle nous dévoile quelques passages clés de sa vie avec Twitch, mais aussi après le décès tragique de son mari. En effet, après la mort de son mari, Alison, dont les nouveaux mémoires détaillent sa propre enfance difficile et son parcours de guérison, a appris que son mari luttait contre des démons douloureux. Vous le savez, la santé mentale et les idées noires sont mon cheval de bataille. Et même si on rigole souvent sur cette chaîne, je serai toujours là pour ceux qui ont envie que leur vie se termine. Toujours là pour vous dire de parler, de tendre la main, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, pour vous dire de vous entourer, de ne surtout pas garder ça pour vous parce que ça pourrit en vous. Et souvent, même si vous ne le voyez pas, je vous assure que la lumière est au bout du tunnel. Comme je vous le disais, vous ne le voyez probablement pas, mais vos amis ou votre famille vous aideront à la voir. Je vous assure, accrochez-vous. J'en suis la preuve vivante. Pour en revenir à la fin tragique de Twitch, quelques semaines après le suicide du coproducteur et DJ de longue date du Ellen DeGeneres Show, à l'âge de 40 ans en décembre 2022, donc ça fait pile 2 ans, Alison a découvert une corne d'abondance de drogues, dont des champignons hallucinogènes, des pilules et d'autres substances que j'ai dû rechercher sur mon téléphone, dit-elle, qui étaient cachées à l'intérieur d'une de ses boîtes à chaussures. Cachées à l'intérieur d'une des boîtes de chaussures de Twitch, pas de elle. Alison se souvient, je cite, « J'étais avec l'un de mes amis très chers et nous étions en train de nettoyer le placard et de choisir une tenue pour lui pour ses funérailles. Ce fut un moment déclencheur pour moi, car j'ai découvert beaucoup de choses dans notre placard dont j'ignorais l'existence. J'ai été alarmée d'apprendre qu'il se passait tellement de choses dont je n'avais absolument aucune idée dans la tête de mon mari. Ce fut un moment vraiment effrayant dans ma vie, de comprendre cela, mais aussi cela m'a aidé à réaliser qu'il traversait tant d'épreuves et qu'il cachait tant de choses, et il devait vraiment avoir honte de tout ça. Au long de leurs 9 années de mariage, Alison, qui raconte son cheminement vers la guérison dans un nouveau mémoire intitulé, comme je vous l'ai dit, This For, qui sortira le 4 février 2025, a estimé que elle et Steven avaient eu une communication très honnête, notamment au sujet de sa consommation de marijuana. Le soir, après que leurs enfants se soient couchés, ils se glissaient discrètement dans leur maison d'hôte pour ou boire un peu. C'était son moment de solitude, c'était son moment pour se ressourcer et on était d'accord avec ça, c'était très bien. Je cite, « Il se débattait avec beaucoup de choses en lui-même, il essayait de se soigner lui-même et de faire face à tous ses sentiments parce qu'il ne voulait pas les faire porter à qui que ce soit, car il aimait tellement tout le monde. » Ça, c'est ce qu'elle dit à propos de son mari. Et elle fait allusion à des abus sexuels commis par un personnage masculin pendant son enfance, pendant plusieurs années, d'après ce qu'il a écrit dans son journal intime. Il ne voulait pas que d'autres personnes prennent sa douleur sur lui. Donc apparemment, il s'était confié uniquement à son journal intime et elle ne l'a découvert qu'à ce moment-là. Bien qu'elle se soit sentie trahie par ses secrets, Alison a également acquis une nouvelle perspective au fil du temps. Je cite, « Lire les journaux intimes de Steven et même revenir sur les livres qu'il avait lus et sur les choses qu'il avait surlignées et qu'il marquait dans les livres m'a vraiment donné une meilleure perspective de sa situation dans la vie et du type de choses avec lesquelles il se débattait. Cela m'a fait ressentir beaucoup d'empathie envers lui et de tristesse pour toute la douleur qu'il ressentait. » Je continue à citer Alison. « Ça a été vraiment difficile de rassembler toutes les pièces du puzzle. À travers certaines discussions, même avec des amis, des choses qui ont été dites, en lisant ses journaux intimes, on se rend compte qu'il a traversé beaucoup de choses dans son enfance et qu'il n'y a jamais vraiment fait face. C'est difficile de penser qu'il ne s'est jamais ouvert à quelqu'un et qu'il n'a jamais voulu y faire face pour s'en sortir et passer de l'autre côté. J'espère vraiment que les personnes confrontées à la même chose s'aideront et sortiront de l'ombre et sauront que tout ira bien. » Elle fait également remarquer quelques indicateurs clés de la dépression. Son mari, qui avait l'air renfermé avant la date fatidique, se douchait moins souvent, fumait matin et soir. Il avait exprimé traverser une période difficile. Il était très prudent dans sa communication et dans sa formulation. Alors personnellement, et là c'est vraiment l'avis d'Antoinette, j'interprète cela comme un homme qui se battait contre ses démons, certes, mais qui ne voulait surtout pas inquiéter sa famille, à commencer par sa femme. D'ailleurs, à l'époque, il terminait ses 8 années au Ellen DeGeneres Show, tout en mettant fin à son parcours en tant que juge dans So You Think You Can Dance. Alison dit « Nous nous préparions pour cette grande année. On avait l'impression qu'il prenait une période de repos, ce qu'il n'avait jamais eu auparavant. » Avec le recul, Alison pense qu'il luttait profondément contre le fossé entre le Twitch extraverti, son personnage public bien aimé, et l'introverti Steven, un homme qui aspirait à être mari et père parfait de leurs 3 enfants, Wesley, 16 ans, Maddox, 8 ans, et Zaya, 5 ans. Alison dit « Quand je pensais à mon mari à l'époque, je me disais « Oh, j'adore que Twitch soit un si bon artiste, mais quand il rentre à la maison, il se sent suffisamment en sécurité pour être Steven. J'ai été avec lui pendant si longtemps, et c'est comme ça qu'il a été tout au long de notre relation. Je me disais « C'est une belle chose qu'ils puissent être les deux. » En fait, avec le recul, Alison se rend compte que ces 2 personnalités étaient très différentes et elles se battaient de plus en plus. C'est hyper triste ce que je vais dire. Le matin, avant sa disparition, Steven a déposé sa fille Wesley à l'école. Elle a été la dernière personne de sa famille à le voir vivant et ses derniers mots à son égard ont été « J'aimerais pouvoir être ton Superman ». La mère de famille explique que quand quelqu'un vous dit ces derniers mots alors que vous n'aviez pas vraiment compris à l'époque que c'était quelque chose de mal, c'est vraiment difficile, surtout quand on est adolescent. Et là, elle va parler de sa fille et elle dit que sa fille gère cela avec beaucoup plus de grâce qu'elle n'aurait dû. Nous avons pris les mesures nécessaires pour l'aider et communiquer avec elle pour qu'elle se sente vue et entendue. Je pense qu'elle voit aussi ces mots comme quelque chose de beau, mais aussi quelque chose de laid. C'est une bataille qu'elle devra toujours mener avec elle-même, mais je sais qu'elle peut voir les choses
chose des deux côtés. Alison souligne qu'elle a été très bien entourée et a découvert une multitude d'associations pour aider les personnes en détresse, mais aussi accompagner ceux qui restent. Elle termine d'ailleurs par une très jolie phrase. Les gens qui ont beaucoup de lumière en eux ont également beaucoup d'obscurité et c'est normal car l'un ne va pas sans l'autre. Ça résonne énormément en moi et ça va peut-être résonner en vous. Vous le savez, les êtres les plus sensibles seront toujours là pour porter le masque, ne pas inquiéter l'entourage jusqu'à ce que le masque, trop lourd, finisse par tomber au risque de vous écraser pour de bon en tombant. Pour conclure, de nombreux internautes critiquent Alison pour la sortie de son livre qui révèle trop de secrets selon eux et qui l'accusent de le faire uniquement à but lucratif. Juste pour info, Alison est une danseuse de profession, elle est tellement douée qu'elle pourrait retourner donner des cours ou être embauchée sur n'importe quel plateau pour gagner sa vie et élever ses enfants. Bien sûr qu'elle va gagner de l'argent grâce à la sortie de ce livre, mais attendez, avant de l'attaquer, on sait même pas ce qu'elle va en faire de l'argent gagné. Est-ce qu'elle va faire vivre sa famille, et à ce que je sache, elle en a encore le droit? Est-ce qu'elle va en donner une partie aux associations qui l'ont aidée à surmonter la peine de la famille, ou encore aux associations qui aident les personnes souffrant de leur propre santé mentale? On sait pas, donc arrêtons de la critiquer avant de savoir. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre sa défense, notamment parce qu'elle est passée par l'une des épreuves les plus difficiles, selon moi, après la perte d'un enfant, encore une fois, mon avis, la perte tragique de son mari dans des conditions qui auraient pu être évitées. Peut-être a-t-elle eu besoin d'écrire ce livre de manière cathartique pour se libérer de ce poids sur le cœur, pour se sauver elle-même. Ou alors peut-être qu'elle a écrit ce livre pour aider les personnes qui sont justement emplies de lumière et d'obscurité et qui se battent chaque jour pour chasser l'obscurité. Elle souligne qu'elle espère d'ailleurs que la lecture de ce livre aidera au moins une seule personne qui lutte en silence. Ressentir toute la gamme des émotions et savoir que c'est normal, c'est ce qu'Alison espère que les autres retiendront de son nouveau livre. C'est tout ce que je dirais pour conclure.